Allez-y. Dans la presse écrite, le nombre de journalistes dans l'un, j'ai dit, est en baisse ou pas? La presse écrite? Oui. Alors, la presse écrite, dans le journaliste. D'autres questions? Non. Je ne suis pas journaliste. C'était une question sur l'éthique et la déontologie, parce que je crois qu'il n'existe pas de sorte de conseil de l'ordre. Je pense qu'il en avait été question il y a quelques années, mais qu'il est extrêmement difficile pour les journalistes, finalement, de devoir rendre compte de leur façon de procéder, de leur éthique, devant des pairs, ce qui est le cas pour d'autres professions. La question. Encore une question? Non, oui, non. Je ne suis pas professionnel. Je voulais dire qu'il me semble que le problème numéro un du journaliste et de l'information, c'est un problème économique. Tous les autres débats ne peuvent venir qu'après. Les journaux sont tous au bord de la faillite en France, qu'ils soient régionaux ou nationaux. On prédit même, dans certaines études, qu'il n'y aura plus de journaux papier aux États-Unis dans 20 ans et en France dans 40. Que peut-être l'avenir, c'est le bimédia, que le journal renaisse grâce aux tablettes tactiles ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, le problème numéro un, il est économique. Tout le reste n'a pas de sens. On peut proférer tout bon sentiment, il se heurtera toujours, éthique ou autre, à un proverbe qui est vieux comme le monde, nécessité fait loi. Si on ne peut pas vivre, on ne peut pas avoir d'éthique. Et donc, la question que je voudrais poser, c'est, à votre sens, qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer dans les conditions économiques de la presse écrite pour qu'elle vive correctement et donc mettre en œuvre des éthiques, des principes, etc. Merci. Encore que quand les journalistes ont traité l'assassinat de Guy Grégory à Nancy, il n'y avait pas de crise économique de la presse. Quand on a embarqué pour la première guerre d'Irak, qu'on a emmené le directeur de chaîne dans l'avion de l'armée française, dans les avions de l'armée française, qui posait encore un autre problème, il n'y avait pas de crise économique. Enfin, je veux dire que les problèmes éthiques ne sont pas tout à fait neufs et aujourd'hui pour la profession, les problèmes qui se posent à elle, disons. Est-ce que le journaliste est au service de l'information ou du lecteur, du téléspectateur? Et est-ce que l'école de journalisme, quand la télé est créée, ne donne pas des mauvaises habitudes, comme toutes les grandes écoles, de mauvaises habitudes, on a un mal de chien à se retirer une fois qu'on est sur le terrain? Vous avez des exemples de ces mauvaises habitudes? Enfin, vous avez des choses en tête sur quelles mauvaises habitudes, par exemple, ou pas? Enfin, justement, de peut-être penser que le lecteur est plus important que l'information. On oublie certaines informations, qu'on ne confondit pas certaines informations parce qu'on sait que le lecteur n'en est pas friand. Alors on doit recevoir toutes les informations. Est-ce que le modèle d'Albert Londres est toujours... il y a toujours un prix, mais est-ce qu'on suit encore sa philosophie? Je rebondirai sur cette question. Je pense qu'il y a peut-être une autocensure aussi. Peut-être plus à la télévision qu'à la presse écrite. Mais des fois, on est surpris que certaines questions ne soient pas posées, et on a bien l'impression que c'est parce que peut-être que la répétition de question, parce que ça dérangerait la personne qui est interpellée. Je pense qu'il y a beaucoup de censure. Et à ce sujet, je ne sais pas si vous connaissez le film Les Nouveaux Chiens de garde, qui est très intéressant. D'accord. À propos du projet sur lequel vous êtes de journaliste citoyen, la question pour moi serait comment faire entendre la parole de ces journalistes citoyens, parce que par expérience en Vienne et en Deux-Sèvres, on cherche plutôt la représentation d'un groupe, d'un président, d'un représentant politique pour faire entendre une parole, et que d'autres n'est pas très considéré. Donc, par rapport à cette nouvelle
cette idée de former des citoyens journalistes, quel espace vont-ils avoir, comment vont-ils être entendus, puisqu'ils ne sont pas représentants d'un groupe, quel qu'il soit, associatif, politique, économique. D'accord. Première chose que vous avez parlé du film, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve que c'est un excellent film. Je retrouve, enfin, sur un ton plus virulent, je le trouve à la fois pertinent et. C'est des choses qu'on connaît, qu'on Oui, fait, oui, mais c'est là, c'est par l'image. par exemple, sur le rôle des experts. Je trouvais que le livre de Serge Alini était un peu restrictif. Je ne sais pas si on a dit non, il y avait plein de choses sur lesquelles j'étais d'accord, mais je le trouvais un petit peu restrictif parce qu'il expliquait tout par le copinage qui est une réalité. Est-ce que là, sur le film, il ouvre beaucoup plus sur plein d'éléments d'explication, sur la même question, sur pourquoi se fait-il que les médias soient perçus comme ça, comme un des pouvoirs de l'autre. Voilà. Ça n'est pas une chose. Presse écrite effectif en baisse. Oui, à ma connaissance, justement, les postes de permanents sont en baisse. Oui. Donc, voilà, m'intéresse. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des menaces sur l'indépendance des journalistes par rapport au risque du licenciement. Voilà. Oui, d'accord. Ça, c'est mon idée forte. D'accord. L'idée centrale. D'accord. Aujourd'hui, les journalistes sont menacés. Il ne faut pas perdre leur place. Eh bien, il a D'accord. On revient sur la question, si vous voulez, il y a des mécanismes. Enfin, moi, ce que j'entends dans le phénomène d'autocensure, c'est vraiment des phénomènes conscients. C'est-à-dire, j'aimerais bien dire quelque chose, mais attention, ça risque un peu, et donc je m'autocensure parce que j'ai peur pour mon poste, etc. Donc, je vous dis, il y en a. Mais il y en a plus aussi, parce que la tendance est oui. Mais je redis à mon explication, cette histoire de vision du monde, qui est à peu près commune dans toutes les rédactions, ce que j'ai dit tout à l'heure, sur cette vision utilitariste de la vie en société, cette vision très individuelle et psychologisante, etc. Cette vision aussi de la prime au fait divers, à la peur, à la vie, enfin, voilà. Il y a plein d'éléments, etc. Ça, c'est quelque chose qui est relativement intégré, si vous voulez. Ouais. Oui, mais oui, ça fait partie. Mais si vous voulez, c'est relativement intégré par les journalistes comme l'univers dans lequel on pense le monde. Moi, je ne suis pas parano, mais on connaît les méthodes de propagande, de l'intoxication, de manipulation du fond des gens. On connaît tout ça. Aujourd'hui, c'est très à la mode, on sait très bien manipuler les gens. Voilà, donc il faut savoir se défiler. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec vous pendant la discussion, si vous voulez. Parce que si vous voulez, le terme de propagande et de manipulation, enfin, il existe, etc. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont en deçà, en amont de ça, si vous voulez. Il y a cette vision du monde qui est relativement une vision du monde. Je pense que c'est pour ça, par exemple. Parce que on va prendre un exemple, parce que c'est intéressant notre discussion. On va prendre un exemple. Au moment où il y a eu le référendum sur le TCE en 2005, on considère qu'à peu près 95% des médias traditionnels, écrits, audiovisuels, etc., étaient en gros favorables au oui, et que là, sur Internet, c'était l'inverse. Enfin, pas l'inverse tout à fait, mais enfin voilà. Non, c'est-à-dire, je pense, si vous voulez, qu'est-ce qui fait que 95%, il n'y a pas forcément des consignes qui sont données, etc. Mais par exemple, c'est vrai que cette vision du monde utilitariste, par exemple, c'est vrai qu'on voit la société comme un phénomène de concurrence, où toute la vie en société est réglée. Quand vous avez des unes sur les 50 meilleurs hôpitaux ou les 50 meilleures écoles, qu'est-ce que ça veut dire au lecteur sur sa position vis-à-vis de la société? C'est en gros, vous êtes un consommateur individuel et votre boulot, c'est ce consiste à choisir pour vous et votre famille la meilleure offre face à une offre concurrentielle. Et ça, vous en avez sans arrêt. Et ça structure vraiment profondément une vision du monde, mais qui va dans le sens que vous dites, concurrentiel, néolibéral, si vous voulez. Enfin voilà. Mais si vous voulez, c'est pour ça que je dis, c'est pas uniquement des phénomènes de propagande au sens voilà, c'est qu'on entre en fait simplement en faisant des papiers pratiques ou des palmarès ou des choses comme ça, on rentre dans une vision du rapport au monde qui est celle-là. Voilà. Alors,
éthique, déontologie, conseil de l'ordre. Alors moi j'ai parlé d'un conseil de presse, hein, voilà, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que je pense qu'il y aurait un risque, il n'y a pas de conseil de l'ordre. Ça je pense que c'est plutôt bien. Parce que je pense qu'il y aurait un risque à ce que la seule référence de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, etc., soit par les pairs. La différence avec un conseil de presse, c'est qu'il y a justement des représentants du public dans un conseil de presse. Et qui sont là, et que les plaintes émanent du public, elles sont instruites par des groupes où il y a des représentants, en gros c'est tripartite un conseil de presse. Hein, il y a des journalistes, des éditeurs, des patrons de presse, quoi, et des représentants du public. Et c'est ensemble qu'ils instruisent des dossiers. Moi je suis favorable à un conseil de presse, et du coup il y a la voix du public qui est là-dedans, et on traite, voilà, et pas un conseil de l'ordre qui me semblerait plutôt on règle nos problèmes entre pairs, et voilà, et qui dit la vérité là-dedans. Voilà. Parce que la déontologie journalistique n'est pas une chose facile. Elle n'est pas facile sur certaines questions. Par exemple, est-ce que c'est déontologique de faire relire un papier aux personnes qu'on a interrogées ou pas? Il y a des gens qui pensent que c'est déontologique, il y a des gens qui pensent l'inverse. Voilà. Donc, elle n'est pas, enfin, les règles de déontologie, c'est pas un truc, il y a le bon, il y a le mauvais, etc. Et puis, il y a des cas de figure où l'éthique peut primer sur la déontologie. Je vais vous prendre un exemple. Vous vous rappelez, il y a eu l'affaire cette émission Les Infiltrés avec les caméras cachées. Il y avait eu une émission sur les pédophiles où donc, les journalistes avaient interviewé deux pédophiles et puis avaient décidé de les balancer à la police. Donc, question, est-ce bien, est-ce pas bien? Qu'est-ce que dit la déontologie journalistique? La déontologie journalistique dit, et c'est écrit, je connais la phrase par cœur, le journaliste ne confond pas son rôle avec celui d'un policier.